Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce nouvel atelier de formation, cet atelier e-learning des laboratoires Aromalogie. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ben, je me présente, mais je suis Hervé Demet, donc je suis le responsable scientifique des laboratoires Aromalogie. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai un membre du comité scientifique, un membre éminent, Arnaud Ogia, aromathérapeute, spécialité. Et c'est donc lui aujourd'hui qui va nous parler du sujet de l'olfaction. Comment et pourquoi la voie olfactive est une voie intéressante qui peut agir de façon spécifique sur un grand nombre de désordres dans l'organisme, grâce en particulier aux huiles essentielles. Donc voilà, Arnaud, je te laisse la main. Si tu peux nous envoyer la présentation, Allez, on y va. c'est parti. Tac. Et bien, bonjour à tous. Donc, on va aborder aujourd'hui dans cette formation la voie olfactive et de voir comment finalement elle peut influencer nos comportements. Et puis, c'est un lien bien sûr avec les nouveautés que notre laboratoire Aromalogie a lancé, qui sont les stick inhalers. Et donc, on va parler un petit peu de théorie et puis aussi voir comment les inhalers sont conçus pour pouvoir influencer notre comportement et atteindre du coup leur cible. Alors, un petit rappel quand même, aromalogie, donc c'est un concept qui est assez particulier puisque on associe toujours un support minéral marin, en l'occurrence de la coquille d'huître fossilisée, à des actifs végétaux, soit des huiles essentielles, soit d'autres types d'extraits. Ce concept est intéressant parce qu'il permet en fait de travailler à la fois sur le terrain et sur les symptômes, et c'est ce qui fait que notre gamme contient des produits qui sont si efficaces. Si on est là, c'est quand même aussi parce qu'on est fier de ce qu'on a produit. En aromathérapie, on va utiliser donc comme actifs végétaux des huiles essentielles et toujours sur une base de coquilles d'huître fossilisées. Alors, en particulier, on va s'intéresser cette fois-ci à la voie olfactive en aromathérapie. Et avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais faire une petite introduction qui me semblait intéressante, qui était déjà de voir un petit peu comment fonctionne globalement le sens de l'odorat. Et évidemment, quand on pense odorat, on pense tous aux chiens et à leur odorat si développé. Et donc, il y a une petite expérience qui est assez rigolote qui a été faite là-dessus, c'est de traîner une carcasse de faisan sur une trajectoire comme ça dans un champ, et puis de voir quelle trajectoire allait suivre le chien. Et on voit qu'en fait, il suit une trajectoire perpendiculaire en fait à la trace, mais grosso modo quand même centrée sur la trace, qui montre bien que clairement, il a senti les molécules aromatiques déposées par le faisan. Mais de manière plus étonnante, on voit ici qu'on peut avoir la même chose avec un humain. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça c'est bien un humain qui a quatre pattes. Et en fait, on a laissé une trace sur le sol avec un arôme. Alors, l'étude a parlé d'huile essentielle, je pense que c'est plus probablement un arôme chocolat. Et en fait, on voit que l'humain, simplement comme ça, dans une ambiance complètement ouverte, a pu trouver la trace sur laquelle on a appliqué l'huile essentielle simplement à l'odeur. Ce qui montre quand même qu'on a un sens de l'odorat qui est très développé, même s'il est évidemment beaucoup moins que le chien. Et puis, quand on parle d'aromathérapie, le but, c'est quand même de s'intéresser à l'influence des huiles essentielles, et donc en l'occurrence de l'olfaction, sur notre physiologie, sur le fonctionnement de notre corps. Et pour ça, il y a une expérience qui est assez incroyable, quand même, qui a été réalisée au Japon. Et dans cette expérience, on prend un petit groupe de personnes, en l'occurrence une douzaine de personnes, et on leur fait faire une balade en forêt. Et donc, dans cette forêt de conifères, il y a plein de monoterpènes qui sont émis par les arbres. Et donc, les personnes vont comme ça se balader pendant toute la journée dans cette ambiance très, très aromatique. Et en fait, on a essayé de mesurer si, chez ces personnes-là, on avait une augmentation de leur immunité. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Eh bien, on a mesuré ensuite l'activité des cellules NK, les natural killers. Et on a mesuré qu'effectivement, dans les jours qui suivent la balade en forêt, eh bien, il y a une augmentation très significative de l'activité des cellules NK. Et on voit que cette activité, elle reste très haute pendant 7 jours après la balade, voire même si c'est un peu moins significatif, jusqu'à 30 jours après la balade. Donc, clairement, le fait de se promener simplement dans une ambiance comme ça aromatique, eh bien, ça suffit à avoir une vraie action physiologique mesurable. Et évidemment, pour être sûr que ce n'est pas simplement un artefact, eh bien, on a fait la même chose dans la ville. Et on observe que dans ce cas-là, il n'y a bien sûr pas d'augmentation de l'activité des cellules NK. Donc, simplement le fait de se balader en forêt, dans une ambiance aromatique, ça suffit, avec une très faible concentration, parce que c'est simplement celle qui est présente dans l'air, à avoir une action physiologique mesurable sur l'individu. Alors, une fois qu'on se dit ça, on se dit, OK, mais on pourrait pousser encore plus loin le bouchon finalement, et se dire, mais est-ce que c'est réellement le fait de sentir quelque chose qui déclenche une action,
ou simplement le fait d'être exposé à une catégorie de molécules. Et pour ça, eh bien, des expériences ont été faites en France. Alors, c'est quand même un petit cocorico, parce qu'on est souvent un peu à la traîne, dans certains domaines en tout cas. Là, on est vraiment leader au niveau aromathérapie et influence des odeurs sur le comportement. On fait vraiment partie, on abrite des équipes de pointe. Et donc, la question que se sont posées ces chercheurs est de savoir si on ne peut pas avoir une action physiologique, même en dessous du seuil de détection. C'est ce qu'on appelle avec une odeur subliminale. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, les chercheurs ont utilisé une molécule qui s'appelle l'acétate d'isoamyle, qui a l'odeur de poire. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris d'huile essentielle? Eh bien, tout simplement parce que les huiles essentielles ont une composition qui est un peu trop variable en fonction des lots, en fonction des années, etc. Et donc, les chercheurs avaient besoin d'un protocole très normalisé. Donc, pour cette raison, ils ont choisi une molécule synthétique. Et cette molécule isoamyle présente un certain seuil de détection qui correspond à une certaine concentration. En dessous de ce seuil de détection, eh bien, la personne a l'impression de ne rien sentir. Et donc, on a placé un individu dans un IRM fonctionnel en présence de cette molécule d'acétate d'isoamyle en dessous du seuil de détection. Concrètement, ça veut dire que si vous demandez à la personne, tu as senti quelque chose pendant l'expérience? Ou je dirais non, rien du tout, elle n'a rien senti. Pourtant, si vous mesurez l'activité de son cerveau, eh bien, vous voyez qu'il y a eu une activité qui a été influencée par l'odeur. Et ça montre qu'une molécule aromatique, même en dessous du seuil de détection, peut influencer le fonctionnement du cerveau. Alors, c'est quand même assez incroyable quand même comme conclusion. Et ça montre bien l'importance finalement de ce sens de l'odorat dans notre comportement. Et ça se retrouve dans des expressions assez courantes. Quand on dit de quelqu'un « je ne peux pas le sentir », ça montre bien qu'on a quelque chose d'instinctif et que finalement, c'est quelque chose d'ancré dans nos gènes. Et ça se traduit même donc, au niveau de ces imageries. Une dernière application que je voulais développer qui était assez quand même originale, c'est que notre système olfactif peut parfois nous donner des signaux qu'on aurait du mal à anticiper. Typiquement, simplement une concentration différente d'une odeur va amener une sensation différente. Regardez l'indole. L'indole, c'est une molécule qui, à une concentration élevée, a une odeur putride. En gros, ça sent la viande avariée. Donc, autant dire que ça ne sent pas la rose. Et bien justement, ça peut sentir la rose à une concentration faible. Ce qui veut dire que la même molécule à une forte concentration ou une concentration faible ne va pas être perçue de la même manière par le cerveau. Et donc, on va retrouver de l'indole dans des parfums très connus, mais à des concentrations naturellement très faibles. Une autre particularité de notre système olfactif, c'est d'être hyper sélectif, hyper discriminant. Regardez cette molécule qu'on retrouve là pour le coup dans les huiles essentielles qui s'appelle la carvone. On la retrouve par exemple dans l'huile essentielle de Carvi, comme son nom l'indique. Eh bien, cette molécule de carbone, elle existe sous deux formes. C'est la même molécule, simplement, elles sont images, ces deux molécules, dans un miroir l'une de l'autre. Et donc, en fait, c'est comme les mains, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle, on a deux énantiomères dans ce cas-là. On a ici la D-carbone qui va être perçue comme ayant une odeur de menthe verte, et on a ici la L-carbone qui va être perçue comme ayant une odeur de cumin. Vous voyez à quel point notre système est avancé, puisqu'il arrive à discriminer simplement la représentation spatiale d'une molécule dans une représentation spatiale d'une molécule. Et c'est jusque-là que nos récepteurs sont sensibles et spécifiques. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, maintenant, on va essayer de s'intéresser quand même à l'aromathérapie. Quand on a ces connaissances, comment est-ce qu'on peut, avec des huiles essentielles, espérer agir finalement sur le fonctionnement de notre cerveau? Déjà, qu'est-ce qui se passe quand on inhale des huiles essentielles? Alors, les molécules aromatiques, les molécules volatiles, vont être perçues par une partie très réduite finalement des fosses nasales. Dans la partie qui détecte les odeurs, elle mesure 2 cm² chez l'humain. Évidemment, c'est beaucoup plus chez le chien. Mais déjà, chez l'humain, c'est 2 cm² en gros. C'est donc à peu près cette surface-là, la surface d'un pouce, grosso modo, située entre les deux yeux. Voilà, c'est que cette partie-là qui détecte les odeurs. Et donc, il faut que les molécules aromatiques soient réparties dans l'air qu'on va inhaler. Qu'est-ce qui se passe quand on les inhale? Elles vont avoir 4 modes d'action. 3 modes d'action qui vont concerner les fosses nasales et un dernier mode d'action dont on ne parlera pas parce que c'est moins l'objet de cette présentation. Mais évidemment, quand on inhale des huiles essentielles, des molécules aromatiques, elles vont descendre jusqu'aux alvéoles pulmonaires et on peut espérer avoir une action à ce niveau-là. Nous, on va s'intéresser aux 3 voies qui vont concerner vraiment les fosses nasales. Alors, comment ça marche à ce niveau-là? Eh bien, on a 3 modes d'action des molécules aromatiques. La première, c'est ce qu'on appelle la voie neurologique.
Dans la voie neurologique, on a les molécules aromatiques qui vont être détectées, être perçues par des neurones, donc justement de l'épithélium olfactif, et ces informations vont être transmises au cerveau grâce à des fibres nerveuses. On a une voie neurologique, les odeurs sont transmises au cerveau. On a ensuite une voie pharmacologique. La voie pharmacologique, elle va concerner là pour le coup toute la muqueuse respiratoire et elle va permettre à des molécules aromatiques de passer dans le sang au niveau un peu plus profond. Et puis, on a une troisième action qui est une voie locale où des molécules aromatiques vont aussi influencer directement le fonctionnement de la muqueuse. Nous, dans ce qui va nous concerner ici, on va surtout parler de la voie neurologique. Mais on parlera un petit peu aussi de la voie locale avec une action directement sur la muqueuse olfactive. La voie pharmacologique, on peut en dire un petit mot, elle est assez particulière parce que d'un côté, elle est élevée en pourcentage, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une grosse partie des molécules aromatiques qui vont passer dans le sang, mais étant donné que les molécules aromatiques qui sont inhalées restent faibles en volume, la partie qui passe réellement dans le sang est relativement faible. Et c'est là l'un des atouts finalement de l'inhalation, c'est que cette voie pharmacologique, elle est réduite, ce qui permet d'avoir très peu d'effets secondaires à l'inhalation. Donc on en parlera peut-être plus tard. En tout cas, il faut bien retenir ça. Il n'y a pas d'effet indésirable très notable à l'inhalation si on n'est pas allergique à un composé, parce que justement, ce passage dans le sang est relativement limité. Alors concrètement, comment ça se passe quand on inhale une huile essentielle? Eh bien, quand on inhale une huile essentielle, les molécules aromatiques, qui sont donc par définition volatiles, vont quitter le flacon et vont entrer dans les fosses nasales. À ce niveau-là, elles vont être détectées par le fameux épithélium olfactif qu'on a vu tout à l'heure, et le message va être transmis selon deux trajets. Le premier trajet, qui est représenté ici en jaune, va se projeter sur le cortex olfactif, vous voyez, qui est situé finalement juste au-dessus des yeux. Et ce cortex va donner à la personne qui inhale des huiles essentielles la conscience de l'odeur. La personne, à ce moment-là, elle sent quelque chose. Et puis, il y a un deuxième trajet qui va, lui, concerner des structures qui ne vont pas porter l'information à la conscience. Autrement dit, on va toucher ici le système limbique qui contrôle, en tout cas qui est impliqué dans nos émotions. Et donc, quand une huile essentielle est connotée émotionnellement, eh bien, c'est grâce à ce deuxième trajet qui est représenté ici en bleu. Concrètement, si par exemple, un exemple très simple qui va sans doute parler à beaucoup de monde, c'est la lavande. La lavande, on l'associe souvent, parce que c'était quand même quelque chose qu'on pratiquait avant, aux personnes plus âgées, et donc aux grands-parents, aux grands-mères. Et en fait, il y a souvent un attrait pour l'huile essentielle de lavande ou un rejet qui est en lien avec finalement les expériences qu'on a pu vivre quand on était exposé à cette huile essentielle. Si vous avez par exemple votre grand-mère qui mettait plein de baluchons de lavande dans son placard et que vous aimez bien votre grand-mère, qu'elle était rassurante, et bien l'huile essentielle de lavande va avoir une connotation positive. Et puis vous comprenez bien que si le contexte est différent, ben, vous allez avoir un rejet pour l'huile de lavande. Et tout ça, c'est instinctif. C'est parce que c'est notre système limbique qui va contrôler tout ça. Alors, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir utiliser finalement ce fonctionnement à bon escient grâce à des molécules aromatiques et à des synergies qui vont être bien conçues. Comment vont agir concrètement les synergies d'huile essentielle? Eh bien, il y a un système dans le cerveau qui est hyper important. C'est ce qu'on appelle le système les systèmes modulateurs diffus. Alors, regardez un petit peu le nom de ce système. Système modulateur diffus. Modulateur, ça veut dire qu'il va influencer d'autres aires cérébrales. Et diffus, ça veut dire justement qu'on ne va pas pouvoir les localiser à un endroit bien précis. On va les retrouver un peu partout. Alors, si vous regardez à chaque fois, vous avez un noyau d'origine, vous voyez, qui est représenté ici en bleu, là, là, là ou là. Ce noyau, il est bien localisé, mais ensuite, les projections de ces neurones sont très, très, très importantes. Et c'est pour ça qu'on appelle ces systèmes modulateurs, on les appelle diffus pour cette raison-là. Et donc, ces systèmes modulateurs diffus vont être caractérisés par un neuromédiateur qu'ils mettent en jeu. Et chaque neuromédiateur va avoir une fonction prépondérante. Alors regardez, en gros, le système noradrénergique, lui, en gros, il va renforcer ce qu'on appelle l'éveil cortical. C'est-à-dire qu'il va rendre notre cerveau alerte pour que finalement, on soit apte à apprendre et à réagir à de nouvelles situations. Donc évidemment, c'est ce qu'il faut quand on est à l'école, par exemple. L'acétylcholine, que j'ai représenté ici, fonctionne à peu près de la même manière. La dopamine, elle, c'est la facilitation motrice. Vous savez, c'est ces neurones-là qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson. Donc, on imagine bien du coup l'importance de ce neuromédiateur quand on voit les symptômes de la maladie, mais aussi dans la sensation de plaisir. Et donc,
qui dit plaisir dit aussi dépendance. Il faut bien comprendre que quand on est dépendant à quelque chose, c'est parce qu'il y a dans notre cerveau une libération de dopamine, qu'on a tellement de plaisir quand on pratique cette action que notre cerveau nous pousse à reproduire cette action. Et la sérotonine, là, c'est plutôt le bonheur, le neuromédiateur voilà, du bonheur. Mais ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas la même chose, c'est vraiment quelque chose de plus durable. Pour la petite histoire, vous savez sans doute que le Prozac travaille justement sur la sérotonine dans les situations donc, de dépression. Alors, avec nos huiles essentielles, on va pouvoir agir justement sur un ou plusieurs de ces systèmes. Et ça qui est assez génial, c'est qu'aujourd'hui, on sait comment ça marche. On a des études qui montrent que des huiles essentielles peuvent influencer le fonctionnement de ces systèmes modulateurs diffus. Alors, ce qu'on a fait justement chez Aromalogie, c'est qu'on a développé 5 inhaleurs différents avec chacun un ciblage bien précis, sevrage, sérénité, sommeil, mémoire et respiratoire. Je pense que les noms sont assez parlants. Pourquoi j'ai séparé le respiratoire? Parce que le mode d'action est un petit peu différent. Et donc, on va détailler pour chacun de ces inhaleurs leur mode d'action. Pourquoi on a conçu la synergie de cette manière-là? Et puis, on verra pourquoi j'ai séparé du coup le respiratoire des 4 autres. Alors, à propos de l'inhaleur sevrage. Alors, l'inhaleur sevrage, dans quelle situation est-ce qu'il s'utilise? Eh bien, plutôt dès qu'on cherche à arrêter une pratique de laquelle on est dépendant. Ça peut être l'alcool, le tabac ou la nourriture, en particulier le sucre. Vous savez que le sucre rend très addict et donc ce type d'inhaleur peut aider justement à lutter contre ce type de pulsion. Il suffit dans ce cas-là de s'en servir régulièrement au cours de la journée et en particulier dès qu'on a la pulsion. Pour le sevrage tabagique, par exemple, moi ce que j'aime beaucoup avec les inhaleurs, c'est que ça crée une gestuelle. Et bon, j'ai jamais fumé, mais je me rappelle mes parents, quand ils ont arrêté de fumer, ils me disaient que c'était le plus dur, c'est de se passer du geste, en fait. Au-delà, plus dur, je sais pas, mais en tout cas, au-delà du manque, il y a vraiment le geste qu'on recherche. Et en fait, l'inhaleur peut créer justement ce geste aussi, où quand on a envie de fumer, on prend l'inhaleur, on l'ouvre et on sniffe. Et ça a aussi cet attrait-là. Alors, au-delà de ce côté purement comportemental, quelle est la composition de cet inhaleur et pourquoi est-ce que cet inhaleur est efficace? Eh bien, d'abord, on a une huile essentielle qui est hyper intéressante, qui est le poivre noir. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, le poivre noir n'est pas du tout piquant, mais il a une odeur évidemment un petit peu épicée, fraîche, sportive. J'aime beaucoup cette odeur de poivre noir. Et il a une molécule qui est remarquable, qui est le bêta-cariophyllène. Alors, pourquoi est-ce que cette molécule est si importante? Parce qu'en fait, elle a une structure qui ressemble à la molécule de CBD. Alors, ça va parler à tout le monde du coup. On sait bien dans quel cas on utilise du CBD. Je ne parle pas du THC. Le CBD, on l'utilise pour se calmer quand on est anxieux, parce qu'il va se fixer sur les fameux récepteurs CB1 qu'on retrouve au niveau du système nerveux central. Et donc, évidemment, une période de sevrage est une période stressante, et donc avoir une huile essentielle qui va calmer cette période-là, eh c'est quand même hyper intéressant. On a ensuite de l'huile essentielle de mandarine verte, qui a une action plutôt sur la sérotonine. Rappelez-vous, la sensation de bonheur, c'est plutôt pas mal quand on vit cette période un peu frustrante quand même. L'huile essentielle de cannelle écorce, qui, elle, va avoir vraiment une action plutôt sur le côté satiété, donc qui est là plutôt pour la partie alimentaire. Et puis, les huiles essentielles de marjolaine à coquille et de santal, qui vont avoir une action plutôt de renforcement du système nerveux parasympathique. Vous savez, le parasympathique, c'est ce qui plutôt calme nos fonctions vitales. Alors, un petit mot, parce que je sais que c'est important, certains sont concernés par ça et à juste raison. On n'a pas pris de santal blanc parce qu'il y a une grosse tension écologique sur le santal blanc et on a choisi du coup de prendre du santal de Nouvelle-Calédonie qui n'a pas tout à fait la même composition, mais qui reste comparable et qui a surtout une tension écologique un peu moins forte et qui permet du coup de répartir comme ça les problèmes. Alors voilà pour la synergie sevrage. On a ensuite la synergie sérénité. Alors, quand on dit sérénité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut calmer le mental, en fait. Il faut se sentir bien. Et pour ça, quels sont les 2 neuromédiateurs qu'on va cibler? La sérotonine et la dopamine. Et pour ça, on a 2 huiles essentielles, lavande, camomille, romaine. Et puis, quelque chose qui n'est pas forcément scientifique, mais pour autant qui n'est vraiment pas à négliger, c'est que pour se sentir bien, pour avoir comme ça cette notion de sérénité, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Et ça, on a une huile essentielle qui a vraiment cette action-là, c'est le laurier noble. Alors, je pense que là, évidemment, on n'est pas sur un côté scientifique, mais tout le monde connaît la connotation du laurier, les lauriers de César,
la couronne de Napoléon, on va retrouver même les lauriers, son diplôme du baccalauréat. Donc, cette huile essentielle, c'est vraiment l'huile essentielle dont on a besoin quand on veut réussir quelque chose, quand on veut avoir suffisamment confiance en soi pour passer à l'action. Et donc, dans une synergie sérénité, évidemment, cette huile essentielle, elle a toute sa place. Et puis, deux huiles essentielles qui vont plutôt apaiser le mental, la marjolaine à coquille, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et l'orange douce. Alors, vous voyez que quasiment dans toutes les synergies, on va retrouver un agrume, parce qu'en fait, on a des agrumes qui peuvent soit stimuler, soit apaiser, selon ce qu'on veut faire. Et en plus, les agrumes ont un côté aussi très agréable au niveau olfactif. C'est pour ça que, évidemment, le but, c'est quand même qu'on ait plaisir à utiliser les sticks et donc ils sont conçus pour rester agréables. Après, les goûts et les couleurs, évidemment, on peut plaire à tout le monde, mais globalement, les odeurs sont plutôt plaisent en général. Alors, ensuite, la synergie sommeil. La synergie sommeil, elle est très, très, très intéressante au niveau du fonctionnement parce qu'on sait exactement comment vont agir les différentes huiles essentielles et comment elles agissent en synergie. Vous savez, pour s'endormir, il faut qu'on commence à produire une molécule qui s'appelle la mélatonine. La mélatonine, elle est produite surtout pendant la nuit, mais on commence sa production en général en début de soirée, fin d'après-midi. Et donc, l'idée de cet inhaleur, c'est d'envoyer un signal, en quelque sorte, pour que le cerveau renforce sa production de mélatonine. Alors, l'idée, c'est pas du tout de somnoler. Si vous prenez votre inhaleur dans la journée, vous n'allez pas piquer du nez tout de suite. C'est pas ça. Il n'est pas hypnotisant, cet inhaleur. Mais il va renforcer la production naturelle de mélatonine dans le cerveau, ce qui va favoriser l'endormissement dans la soirée. Comment ça marche? Eh bien, on a une huile essentielle qui s'appelle le petit grain clémentinier. Alors, vous savez, quand on parle de petit grain, on parle en fait de la jeune feuille de l'agrume. C'est assez particulier. Et cette huile essentielle, elle contient une molécule qui est l'antranilate de méthyle. Et l'antranilate de méthyle est un précurseur du tryptophane qui est lui-même utilisé pour produire de la sérotonine, qui est elle-même à l'origine de la mélatonine. Et donc, vous voyez que grâce à l'inhalation de petits grains clémentiniers, eh bien, on favorise cette voie de chimique. La lavande vraie, elle renforce la sérotonine. Et vous voyez, du coup, je pense que le schéma parle de lui-même, c'est assez flagrant, par ces deux voies d'accès, on aboutit à renforcer la mélatonine. Et donc, vous comprenez que naturellement, cet inhaleur aura tendance à être utilisé plutôt en fin d'après-midi et évidemment jusqu'au moment d'endormissement pour renforcer la production de mélatonine. Le basilic exotique est très calmant, apaisant du mental, de même que la marjolaine à coquille qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Juste pour vous donner un peu les façons d'utiliser ces inhaleurs, l'inhaleur sommeil peut s'utiliser aussi en lien avec l'inhaleur sérénité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut, en fin d'après-midi, utiliser l'inhaleur sommeil pour favoriser l'endormissement en fin de soirée. Mais par exemple, si dans la soirée, on a le mental qui est tellement actif parce qu'on a des problèmes et qu'on commence à ruminer un peu, vous voyez, le principe du petit vélo qui se met en route et puis on n'arrive plus à l'arrêter, et bien là, ce sera clairement le sérénité qu'on va utiliser en complément pour calmer le mental, dire OK, c'est bon, chaque problème à la fois, on verra les problèmes demain, là, on s'endort. Et vous voyez, c'est possible comme ça d'utiliser les deux inhaleurs de façon finalement complémentaire en fonction de la difficulté qu'on rencontre finalement. Alors, l'inhaleur mémoire maintenant. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour renforcer les capacités mnésiques, cognitives, on a deux neuromédiateurs qui sont à favoriser. Ce sont les neuromédiateurs de noradrénaline et d'acétylcholine. Et pour ça, trois huiles essentielles vont être utilisées en priorité. La romarin à cinéole, le citron zeste et la lavande vraie. Et sur le romarin à cinéole, quand même, c'est une huile essentielle qui a été testée chez des patients ayant la maladie d'Alzheimer. Donc, même si le mode d'action, à vrai dire, sur celui-là, il est moins évident, en tout cas, d'une manière clinique, on sait qu'il fonctionne. Et ça, c'est quand même vraiment aussi rassurant de savoir que les huiles essentielles ont été testées de la manière dont nous, on les utilise dans les inhaleurs, en olfaction, chez des patients qui ont des problèmes de mémoire. Alors, pourquoi de l'amande poivrée? Eh bien, parce que l'amande poivrée, elle a une action stimulante et qu'évidemment, si on veut mémoriser plus facilement, eh bien, il est logique d'utiliser quelque chose qui va justement augmenter en quelque sorte notre activité cérébrale. Comment utiliser cette inhaleur? Eh bien, on peut l'utiliser par exemple 3 fois par jour, tout simplement, avant, avant de partir au travail par exemple, puis après la pause de midi pour se reprendre un peu
d'activité. Ça peut être aussi utilisé naturellement chez les enfants qui vont à l'école ou les collégiens ou les lycéens, hein, c'est la même chose. Et puis, on peut l'utiliser aussi avant un moment où on a spécialement besoin de concentration. Ça peut être aussi une bonne façon. Alors, vous voyez, dans tous les inhaleurs que j'ai présentés jusqu'à présent, si on revient un petit peu en arrière, j'ai fait une fausse manip, ça. Ok, je pense que là, on doit être bon. Si on revient un petit peu en arrière, on est à chaque fois sur cette action-là. Vous vous rappelez, sur la voie neurologique, le fait que les molécules aromatiques vont finalement regagner des centres nerveux grâce aux neurones de l'épithélium olfactif. Mais on a une autre action, rappelez-vous, c'est la voie locale. Et bien justement, sur l'inhaleur respiratoire, on va travailler sur cette voie-là. Alors, cet inhaleur, comment est-ce qu'il fonctionne? On a en gros deux catégories d'huiles essentielles. On a les huiles essentielles d'eucalyptus radié et de ravinsara, qui vont avoir une action à la fois sur les cils, ils vont renforcer le mouvement des cils pour déplacer plus facilement le mucus, et elles vont, ces huiles essentielles, limiter, réduire la production du mucus. Et donc ça, évidemment, c'est intéressant quand on commence à être un peu enrhumé, puisqu'on va limiter le fait d'avoir le nez qui coule. On a ensuite les huiles essentielles de pin sylvestre et de citron zeste qui vont avoir une action plutôt assainissante. Pour résumer, on pourrait dire un petit peu, ce sont des huiles essentielles antivirales. Et donc, dans quel cas utiliser cette inhaleur? Eh bien, on va plutôt l'utiliser en prévention. Par exemple, si vous êtes dans une ambiance close, dans une ambiance confinée, en hiver, avec plein de gens qui toussent ou qui éternuent, eh bien, c'est typiquement le genre d'inhaleur qu'on va utiliser pour assainir les fosses nasales et faire en sorte justement de ne pas développer d'infection. On peut l'utiliser aussi sur des symptômes débutants, mais clairement, cette inhaleur n'a pas été conçue pour déboucher un nez bien bouché à la suite d'un rhume carabiné. Voilà, c'est plutôt, encore une fois, des synergies qui sont, vous voyez, là pour entretenir un état, et dans ce cas-là en particulier, avec une action plutôt locale. Voilà, bah écoutez, moi j'ai fini ma présentation sur les inhaleurs et sur le fonctionnement de la voie olfactive. Donc, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup Arnaud. Effectivement, nous sommes à votre disposition maintenant pour éventuellement répondre à des questions pratico-pratiques ou des questions plus techniques. C'est à vous de voir, n'hésitez pas. Profitez de la présence d'Arnaud pour pouvoir aller chercher l'information à la source. Alors, différence entre le petit grain bigarade et le petit grain... Montigny. Oui, excusez-moi. Ah, alors, bonne question. Tout simplement, dans le petit grain bigarade, alors c'est l'oranger amer, le bigarade. Donc, en fait, dans le petit grain bigaradier, il n'y a pas d'antranilate de méthyle. Donc, on va avoir dans le petit grain bigaradier, en fait, une composition qui est assez proche de l'huile essentielle de lavande. On aura des esters, donc de l'acétate de linalyle, alors que dans le petit grain clémentinier, on a cette molécule qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors, on peut la retrouver dans d'autres agrumes, mais pas dans le PGB. Donc, pas la même action, pas d'activation sur la sérotonine. Pas autant, non. OK. Est-ce que la cannelle peut être utilisée sans protection hépatique? Alors, effectivement, la cannelle est réputée être hépatotoxique. C'est une réputation parce que les études ne sont pas toutes unanimes là-dessus. Mais voilà, par précaution, considérons qu'elle l'est. Au moins, on prend des précautions pour nos usagers. C'est une possibilité en voie orale. En inhalation, il n'y a pas du tout d'action hépatotoxique de n'importe quelle huile essentielle. La cannelle est comprise. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que ce type de produit peut être utilisé très tôt chez les enfants, n'est-ce pas? Exactement. On peut utiliser ce type d'inhaleur dès 3 mois. Les concentrations sont adaptées justement à un usage dès que c'est autorisé, en fait, évidemment sous la supervision des parents, parce qu'après, il y a naturellement une question de s'en servir correctement. Mais en tout cas, la composition de ces inhaleurs fait qu'on peut les utiliser très tôt. Alors, une question auquel peut-être nos invités, tous les inhaleurs dès 3 mois. Oui, je crois, c'est ça? Oui, Hein? oui. Il n'y a pas de souci. Donc, sur le plan purement Alors, pratico-pratique, juste, Hervé, je vais oui. répondre parce que je pense que j'imagine
ce qu'il y a derrière la question. On a des huiles essentielles qui sont réputées comme étant interdites avant 6 ans, typiquement menthe poivrée, basilic exotique, qu'en général on n'utilise pas chez les jeunes enfants. D'abord ici, ces huiles essentielles-là sont à des pourcentages qui sont plus faibles que les autres, ce qui permet de s'assurer de ce côté de sécuritaire. Et ensuite, c'est de l'inhalation. Donc on a de nouveau cette histoire de passage dans le sang qui est réduit par la voie olfactive. Oui, et les doses, comment dire, assimilées ne sont pas les mêmes par la voie olfactive que par la voie buccale. Exactement. Donc l'effet dose est essentiel. Ouais. Et ce qu'on recherche a priori essentiellement dans les inhaleurs, c'est l'effet sur le cerveau, c'est pas les effets physiologiques sur les autres organes. Exactement. Exactement. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Alors en termes d'utilisation, je dirais quotidienne, quand on a besoin de ce genre de produit, notamment pour le sevrage par exemple, quelles sont les recommandations d'utilisation en termes de fréquence, en termes de quantité, enfin bon. Alors, sur le sevrage, l'idée, c'est d'avoir, par exemple, se dire matin, midi et soir, d'avoir comme ça une petite routine, plus une utilisation lors de la pulsion. Alors, ça peut être la pulsion alimentaire, ça peut être de la pulsion tabagique, mais voilà. Et en fait, il n'y a pas de limite à l'utilisation de l'inhalation. C'est comme si on disait, attention, quand vous allez dans un champ de menthe, n'inhalez pas plus de 4 fois les feuilles que vous prenez dans vos mains. On est sur ce registre-là. On peut utiliser de l'inhalation finalement à la demande à peu près quand on veut, puisque les molécules, la quantité de molécules qui est inhalée reste relativement faible, et surtout par cette voie pharmacologique. Alors, j'ai une question de Sipel. Voilà. Donc, en lien avec ce que tu viens de dire, combien dure un inhaleur? Ben là, je pense que tu vas pouvoir répondre très simplement. Oui, combien dure un inhaleur? En fait, ça dépend de la fréquence de l'utilisation, comme de n'importe quel produit. Puisque vous comprenez que quand on inhale des molécules aromatiques, par définition, elles se sont volatilisées, donc elles sont plus sur la mèche. Et donc, plus on inhale souvent, plus les molécules aromatiques vont diffuser. Donc, premier point, il faut absolument bien penser à refermer systématiquement les inhaleurs. On s'en sert, dès qu'on a terminé, hop, on referme. Et combien de temps ça dure? Eh bien, avec une utilisation quotidienne, on est sur l'ordre de grandeur à peu près 1 semaine. Et puis, si on s'en sert un peu moins, ça peut être plusieurs semaines. Par rapport à la quantité d'huile essentielle quotidienne, à combien de gouttes cela correspond? Alors, c'est impossible de répondre à ça. C'est moins d'une goutte. C'est la quantité d'huile essentielle qui se volatilise comme ça à l'inhalation, c'est immesurable en fait. Donc, quand on donne des doses journalières d'huile essentielle, en général, on n'intègre pas dans ces doses-là la voie olfactive. Parce que la voie olfactive, elle est justement quantité négligeable en fait. Ce qu'on va rechercher dans la voie olfactive, et c'est pour ça que j'ai bien insisté au départ en parlant de la forêt, on cherche des signaux qui sont envoyés et qui ne passent pas par justement le sang avec une action pharmacologique, etc. On n'est pas sur ce registre-là. Et donc, il ne faut plus raisonner de la même manière avec la voie olfactive. Effectivement, comme tu l'as précisé au départ, mais peut-être que tout le monde n'était pas là dès le début, la cible, c'est d'abord le système nerveux et donc les 4 voies du système diffus, c'est ça, nerveux diffus? C'est là-dessus qu'on veut agir, et pour agir à ce niveau-là, a priori, les doses nécessaires sont très très faibles, puisque comme tu l'as expliqué tout à l'heure, même dans des expériences, quand on est en dessous du seuil de détection, c'est-à-dire qu'on ne sent pas l'odeur, on a quand même un effet physiologique. C'est ça. Bien, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Est-ce que Sipel, ça répond à votre question? Ou d'autres commentaires? Oui. Très intéressant. Avec plaisir. Alors moi, c'est une question que je voulais poser, non pas à toi Arnaud, mais plutôt à nos spectateurs, auditeurs. C'est est-ce que vous avez déjà l'expérience de produits équivalents en aromathérapie, donc d'inhaleurs, ou est-ce que c'est tout à fait nouveau pour vous? Et qu'est-ce que vous pensez de
de cette stratégie de passer par cette voie olfactive? Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous pourrait nous répondre? Je me permets de mettre le micro parce que ça va être plus facile que de taper. Merci. On en a Avec fait, plaisir. nous, bonjour. On en a fait à l'officine. On a acheté les petits sticks, les petits tampons, etc. Et bon, après, il n'y a pas beaucoup de gens qui adhèrent, mais ceux qui ont adhéré ont trouvé ça super intéressant, étaient très contents. Et notamment, moi, j'avais fait un stick pour les examens, pour la confiance en soi. Et avec Ah bah ouais, génial. et bien sûr. ça marche super bien. Juste marche avant super bien, l'épreuve, C'est ça ça. marche bien. Voilà. Et je Exactement. trouve que c'est très intéressant d'avoir des choses toutes prêtes. D'accord. C'est sympa. On n'a Si. pas, on a pas besoin de se casser la tête à trouver la formule. Et en plus, on retrouve, à part le petit grain clémentinier que je ne connaissais pas, c'est des choses très classiques et qui parlent aux gens qui connaissent un peu Oui, les c'est huiles rassurant en essentielles. fait. Voilà, très rassurant. Super. Après, j'ai aucune notion du prix de vente pour les personnes. Alors là, Les clients. peut-être que Cathy va pouvoir répondre à la question. Moi, j'avais quand même, je vous remercie, Madame Campion. Et puis, est-ce que dans ce que Arnaud a présenté, vous avez appris des choses nouvelles ou est-ce que vous aviez déjà, vous en particulier, la conscience du mode de fonctionnement de ce voie de passage? J'ai fait un début d'aroma en plein Covid, en visio. C'était un peu compliqué. C'était super intéressant, mais c'était très dur de suivre. Et là, en fait, ce que vous avez réexpliqué tout au début avec vos slides sur les cerveaux, ça rééquilibre, enfin, ça remet bien les choses à la place. Franchement, c'est super intéressant. Je trouve bien fait, simple, efficace. Bon. Sur les huiles essentielles, ben, ça rappelle. Non, pour moi, c'était super intéressant. Super Bon, intéressant. Et puis, ouais, les slides sont bien visuels. C'est vraiment, ça marque bien. Et moi, ça m'aide. Voilà, je trouvais ça très bien. Génial. Merci beaucoup. Super. Alors n'hésitez pas, surtout, comme vous le savez sans doute, peut-être tout le monde ne le sait pas encore, ces présentations, ces ateliers, on les enregistre et donc ils sont à disposition pour les revoir si nécessaire ou pour éventuellement les promouvoir, les proposer à d'autres personnes sur la chaîne YouTube du laboratoire Aromalogie. Donc n'hésitez pas, il y a d'autres formations qui ont déjà eu lieu, qui existent, dont vous n'avez peut-être pas conscience. N'hésitez surtout pas à aller voir ce qu'on a en magasin et vous verrez qu'il y a plein de choses intéressantes. Bonjour à tous. Juste pour répondre à votre question concernant le prix public, donc on est autour de 6 €. Voilà. Après, vous appliquez le prix que vous souhaitez, qui est aussi adapté à votre patientèle. Voilà. Voilà. OK. Et Alexandra, est-ce que tu pourras répondre à Madame Campion pour lui envoyer le lien vidéo de la chaîne? Oui, le lien bah, dès qu'il sera disponible, oui, sans aucun souci. D'accord. Mais l'adresse du site, enfin, parce que bon, là, c'est De la chaîne. la La chaîne, chaîne oui, parce que YouTube. là, oui, pour pouvoir éventuellement consulter autre chose. Bon, ce lien-là, effectivement, il va permettre d'y aller sur la chaîne, mais comment on fait pour aller sur la chaîne YouTube du laboratoire? Eh ben, il faut faire Aromalogie sur la chaîne YouTube et normalement, on tombe directement sur les différentes présentations. Donc, il suffit d'aller sur internet, sur YouTube, et ensuite on tape Aromalogie. Aromalogie, oui. Bon, voilà, c'est simple. Le lien vient de... Bah, Oui, Arnaud vient de transmettre le lien. oui, on l'a aperçu. Merci. Merci Arnaud. Avec plaisir. Oui, je pense que pour rebondir sur ce que disait Isabelle Campion, c'est vrai que les inhaleurs, nous, on les a conçus comme des compléments, en fait, des compléments à d'autres produits. On a un produit sevrage qui va évidemment complètement être complété par l'inhaleur. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est d'arriver à associer comme ça différents produits parce que ça associe différentes voies. Et on sait très bien que les huiles essentielles sont d'autant plus efficaces qu'on associe des voies différentes.
Voilà. Et donc, c'était vraiment l'idée de partir sur l'olfaction. C'est en plus très, très actuel. Aujourd'hui, de plus en plus de recherches se portent sur la voie olfactive, justement parce qu'elle a très peu d'effets secondaires et qu'elle a une vraie efficacité. Voilà. Merci Arnaud. Cathy, tu voulais intervenir? On dit que Oui, l'olfaction est Isabelle, la voie royale de l'aromatisation. oui, exactement, exactement. Et ce qui est assez drôle, hein, Isabelle, c'est que moi, je l'ai aussi entendu de la voie cutanée, en fait. Et on se rend compte qu'au final, bon, les huiles essentielles peuvent agir avec l'organisme par plein d'interfaces différentes. Mais c'est vrai que l'olfaction, c'est la voie royale pour l'aroma, clairement. Bien. Bon, j'espère que voilà, on vous a captivé, motivé, que c'est assez intéressant. Voilà, donc au niveau du lien, n'hésitez pas à revenir. Voilà, bonjour Stéphanie, il y a la pharmacie de Gondrin hein, que je salue. Voilà, toutes les pharmacies que je vois présentes, ça me fait très plaisir. Et du coup, voilà, donc Amaya Genza, tout ça. Et du coup, n'hésitez pas à revenir vers vos commerciaux, justement, qui se feront le plaisir de vous adresser les liens, justement, pour pouvoir suivre à nouveau et réécouter sans relâche dans votre voiture, partout où vous voulez. Voilà, les différentes interventions d'Arnaud et d'Hervé. Voilà. Donc, je vous remercie pour le temps pris et votre présence et votre investissement au quotidien. J'en profite pour vous dire qu'on peut se retrouver à Pharmagora la semaine le 11 et 12 mars. Donc, je serai présente, vous aurez vos délégués également. Et nous serons présents pour information également au Salon des gynécologues du 14 au 17 mars à Paris. Voilà, très bel Alors, après-midi à tous.